heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Commençons tout de suite par les actualités politiques. Oui, des 9 membres du bureau permanent de la CENI ont présenté leur démission le jeudi 5 mars dernier et ont demandé la validation auprès de la Haute Cour constitutionnelle le vendredi 6 mars 2026, selon la déclaration qu'ils ont faite aujourd'hui. Toutefois, ils continueront d'assurer leurs fonctions jusqu'à la passation de pouvoir à leurs remplaçants, a expliqué aujourd'hui le président de la CENI. Les détails avec Senou Ranirland. Les institutions concernées disposent de 15 jours pour proposer leurs représentants afin de reconstituer le bureau permanent de la CENI, actuellement confronté à de vacances de poste. Il s'agit notamment des représentants de l'ordre des journalistes, des magistrats, des avocats, de la HCC, de la société civile, ainsi que du président de la République. Les 6 noms issus de ces différentes entités seront directement transmis au président, qui prendra ensuite un décret de nomination pour désigner les nouveaux membres du bureau permanent de la CENI. En attendant la finalisation de cette passation de pouvoir, les 8 membres démissionnaires du bureau permanent continueront d'assurer l'expédition des affaires courantes de l'institution, selon les explications du président de la CENI aujourd'hui. Ainsi, Manatsu Thierry Rakoutenarive, président de la Commission électorale nationale indépendante, reste pour l'instant le seul membre encore en fonction au sein du bureau permanent de la CENI. Selon les explications des membres démissionnaires, cette démission collective fait suite aux événements survenus dans le pays depuis le 25 septembre et vise à permettre aux autorités actuelles de poursuivre le développement du pays. Il n'y a désormais plus aucun élu dans la gestion de la ville d'Antananarive à la suite de la décision rendue lundi par le tribunal administratif, selon la déclaration faite aujourd'hui par un conseiller municipal d'Antananarive. Ainsi, le président de la délégation spéciale, qui sera nommé, assurera à la fois les fonctions d'exécutif et de contrôle. Cependant, selon leur déclaration, le PDS ne peut pas se substituer au conseil municipal. Également dans les actualités, des paysans de la région d'Alochamangour ont organisé une manifestation à Voudial aujourd'hui pour protester contre la baisse du prix du riz. Actuellement, le kilo de riz a chuté jusqu'à 1000 ariars le kilo dans la région. Les paysans affirment avoir déjà exprimé leur doléance, mais faute d'avoir été écoutés, la situation a finalement conduit à ce mouvement de protestation. Les détails avec Fanjesena Mirai. Les agriculteurs se disent aujourd'hui totalement perdants. Alors que la nouvelle récolte approche, les anciens stocks ne sont même pas encore écoulés. C'est pour cette raison que les paysans de la région Alochamangour se sont donné rendez-vous à Voudial aujourd'hui. Ils ont manifesté en brandissant des banderoles et en amenant avec eux leurs outils de travail, notamment des charrues, des tracteurs et des motos. Les paysans se disent désespérés face à la chute du prix du riz, alors que les coûts de production ne cessent d'augmenter. Selon eux, les engrais, la main-d'œuvre et le transport sont tous devenus très chers, tandis que le travail dans les champs reste particulièrement pénible. Malgré cela, le prix actuel du riz, qui a chuté à environ 1000 ariars le kilo, ne permet même pas de récupérer les dépenses engagées pour la production. Les paysans attendent désormais des solutions et des mesures concrètes de la part de l'État. À Tuamasn, la situation est désormais pleinement entrée dans la phase de relèvement et de reconstruction de la vie des sinistrés. Une aide financière sera distribuée aux personnes les plus vulnérables, une somme destinée à couvrir 3 mois de besoins. La distribution sera toujours coordonnée par le BNGRC et une attention particulière sera accordée aux personnes qui n'ont encore reçu aucune aide, selon les explications du directeur général du BNGRC ce jour. Détails sur les images de Yves Janel. Après la distribution de vivres aux sinistrés de Tuamasn, à la suite du passage du cyclone Jezani, la région entre désormais dans la phase de reconstruction. Il est à rappeler que ce cyclone a détruit jusqu'à 95% de la ville de Tuamasn. Le bilan fait état de 62 morts, tandis que 13 personnes sont toujours portées disparues.
Le nombre total de personnes sinistrées s'élève à 431 967. Une distribution de nourriture pendant 15 jours a déjà été effectuée pour ces sinistrés. Selon le directeur général du BNGRC, les anomalies observées lors de cette première phase ont servi de leçon pour améliorer les interventions. Durant la phase de relèvement, une aide financière sera accordée aux sinistrés, avec une attention particulière pour ceux qui n'ont encore bénéficié d'aucune assistance. Cette somme est destinée à être utilisée sur une période de 3 mois, précise-t-il. Le directeur général rappelle également qu'il est possible de signaler auprès de la gendarmerie tout cas de détournement d'aide humanitaire. Pour l'instant, le coût total de la reconstruction de la ville de Tuamas n'est pas encore clairement estimé. Et puis, la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes a été marquée par une grande solennité lundi dernier dans la commune rurale d'Inanatunan. Toutes les associations de femmes issues du Fuktan composant la commune ont participé à l'événement. Il a été souligné à cette occasion que les femmes jouent un rôle majeur dans le développement de la famille et de la nation tout entière. Les détails avec Jameson Ranjanarman de Viva Antirabe. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes s'est tenue lundi dernier dans la commune rurale d'Inanatunan, dans le district de Betaf. La fête a été particulièrement animée puisque toutes les associations de femmes provenant des Fuktan de la commune ont participé à une marche à travers la localité. Après cette marche, les participants se sont rassemblés sur une grande place publique où il a été mis en avant que les femmes occupent une place essentielle dans le développement de la famille et de l'ensemble du pays. Outre les formations et les différents équipements déjà fournis aux associations de femmes, les responsables de la commune rurale d'Inanatunan se disent prêts à collaborer pour le développement de la commune. L'adhésion à une association facilite également l'accès aux aides destinées aux femmes. Après les différentes prises de parole, la célébration s'est poursuivie avec des prestations artistiques préparées par les associations féminines. Chacune a pu mettre en valeur son talent et l'événement a reflété un esprit de solidarité et d'unité. L'occasion a également été saisie pour féliciter les présidentes d'associations et apporter une aide aux personnes âgées. Des prix ont aussi été remis aux participants les plus méritants lors de diverses compétitions organisées durant la journée. En sport, le Trail d'Ibit se tiendra le 19 avril prochain au sein de l'aire protégée du massif d'Ibit à Antirabe. Au-delà de l'aspect sportif, cette course à travers villages et montagnes contribue également à la promotion du tourisme local. La 10e édition de cette course à travers les sentiers du massif d'Ibit, prévue le 19 avril, comprendra 3 parcours, à savoir celui de 3 km, de 15 km et de 31 km. Ces distances seront parcourues par des coureurs professionnels et des amateurs de la discipline. Plus de 1500 participants venant de différentes régions de Madagascar, mais aussi de l'île Maurice et de la Réunion sont attendus. Selon ces derniers, des mesures de sécurité strictes seront également mises en place durant l'événement. À cette occasion, une collecte de dons sera également organisée afin d'aider les enfants vulnérables et souffrant de malnutrition. L'aide ne se limitera pas uniquement à la distribution de nourriture. Un suivi de l'état de santé des enfants bénéficiaires sera également assuré selon les explications. Et la première journée du tournoi de rugby marquant l'ouverture de la célébration des 25 ans de l'Arc Antirabe Rugby Club s'est tenue dimanche dernier au stade de l'Arc. L'Arc est un club qui détient une place importante dans cette discipline. Au total, 12 clubs participent à cette compétition et la finale est prévue au mois d'août. Toujours un reportage de Jameson Ranjanarman de Viva Antirabe. 4 matchs de rugby se sont déroulés dimanche dernier au stade de lycée André Ressimp à Antirabe dans le cadre des phases éliminatoires de la première journée célébrant les 25 ans de l'Arc Antirabe Rugby Club. Ce club détient une place importante dans différentes compétitions, que ce soit au niveau de la Ligue régionale de Vaknakarach qu'au niveau national. Il compte également plusieurs joueurs bien connus. Le rugby occupe aujourd'hui une place importante dans la région de Vaknakarach et suscite l'intérêt des jeunes.
Cependant, le manque d'infrastructures pour les entraînements et pour accueillir les différentes compétitions reste encore un problème, se plaint Rakutenijina Jean-Claude dit Coco, ancien joueur de l'Arc. Au total, 12 clubs issus de différentes sections participent à cette célébration des 25 ans de l'Arc. La finale se tiendra au mois d'août et l'équipe gagnante remportera un zébu offert par les organisateurs. Enchaînons avec les actualités internationales au Liban. La guerre, qui n'avait jamais vraiment quitté le pays depuis 2023, connaît une nouvelle escalade. Le cessez-le-feu de novembre 2024 entre le Hezbollah et Israël a été violé plus de 14 000 fois par l'État hébreu, d'après la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. France 24. Sur la corniche de Beyrouth, la guerre n'est jamais très loin. L'aviation israélienne bombarde la banlieue sud, tout près, et a même ciblé cet hôtel du front de mer, soupçonné d'avoir hébergé des gardiens de la révolution iranienne. Malgré les risques, le quartier est un refuge pour les déplacés, comme Mohamed Dorman, chef cuisinier. Ici, ce sont nos tentes. Qu'est-ce que vous avez apporté avec vous? On est venu comme ça. Depuis une semaine, il vit dans cette tente qui lui a été prêtée. Ça, c'est de la nourriture. Ça, c'est du pain. Et là, des dattes. J'ai ce qu'il faut. À 63 ans, il a peu d'espoir de retrouver sa maison intacte. À 90%, je suis sûr que ma maison est détruite, car ils détruisent des quartiers entiers. C'est un jeu entre les grands leaders de ce monde, ils se mettent d'accord, et c'est nous qui en payons la facture. Eux, ils sèment la terreur et nous, on récolte la douleur. Déplacés pour la seconde fois en 2 ans, ces Libanais sont fatigués de la guerre. Même si certains, comme Hiba Darwish, originaire de Srebin, un village frontalier d'Israël, continuent de soutenir le Hezbollah. Ici, on loge à 7 personnes, et il y a aussi ma grand-mère et mon oncle. Regardez, ici on a posé des affaires. Ça, c'est mes livres d'école. Nous sommes partis pour nous protéger, mais aussi pour laisser le Hezbollah faire son travail. Pour en finir avec cette occupation qui tue nos jeunes tous les jours. La victoire de nos jeunes, ça voudrait dire qu'ils fassent reculer Israël, que l'on garde nos armes pour pouvoir nous défendre et défendre notre terre, qu'Israël ne nous occupe pas. Dans le sud du Liban, l'État hébreu a lancé une invasion terrestre. En plus des déplacés libanais, des réfugiés se retrouvent eux aussi à la rue, comme cette famille kurde de Syrie, ballottée entre deux guerres. En ce moment, c'est très difficile ici, les guerres et le stress. Il n'y a rien qui va, ni pour moi, ni pour les enfants. Et en Syrie, on ne peut pas y aller non plus. À Kamishli, c'est encore la guerre. On essaie du mieux qu'on peut de leur offrir un peu de joie pour qu'ils ne se rendent pas trop compte que la situation est très mauvaise. Près d'un habitant sur 4 a été sommé d'évacuer par Israël. Dans l'urgence, les autorités libanaises ont ouvert près de 600 refuges. En centre-ville, ce théâtre et cinéma historique accueille quelques dizaines de déplacés. Kassem Stambouli, acteur et réalisateur, tente de les aider à extérioriser leur traumatisme. عم تحكي بسرعة وتحت الخوف. اوكي. بدنا نشوف وشك. قدم لقدام نشوف وشك. مثل ما نكون شايفين بدنا نخلص ونفل. ضرب وقصف من كل الميلات حوالينا. شو بدي اقول لكم والله ما بعرف شو بدي احكي مثل ما نكون شايفين. هذا شو ضرب؟ تخيل كأنه الحرب هي اللي عم ترجعك لورا انت عم تحاول تقدم لقدام. اوكي؟ Shadden Razzeddine, 18 ans, a fui Tyr, la capitale du Sud, avec sa famille. Tout ce que je pense, je mets ça au théâtre. Comme si ça me règle, ça règle mes sentiments. Je sais même pas comment, mais ça passe. Ouais, c'est comme ça que ça passe.
Le théâtre doit rester ouvert en temps de paix comme en temps de guerre. C'est la raison d'être du théâtre. C'est une forme de résistance culturelle. Le théâtre a été transformé en maison. Les gens dorment dans les gradins, ils vivent ici au quotidien. On utilise le théâtre pour soigner et évacuer la pression que vivent les enfants et les déplacés. Il est primordial que l'art continue de soigner les blessures des gens. Une solidarité cruciale pour faire face à l'ampleur de la crise. Sur les hauteurs de Beyrouth, une vue plongeante sur la banlieue sud bombardée. Ici, le gouverneur de la région du Mont-Liban organise la distribution de l'aide avec ses équipes. Ici, ce sont des couvertures. On essaye de distribuer à chaque déplacé un matelas et une couverture. En ce qui concerne l'eau potable, on fait de notre mieux, mais il y a encore des manques et l'eau courante, ça s'est amélioré. C'était quoi? Ils ont frappé la banlieue sud. Au rythme des frappes, le gouvernorat s'occupe de près de 40 000 déplacés hébergés dans des écoles avec les moyens du bord. Il y a encore des centres qui ne sont pas occupés et que l'on pourrait ouvrir. En termes d'organisation, bien sûr que nous sommes prêts. Notre problème, ce sont les capacités. Pour faire face à la guerre et aux conséquences de la guerre, il faut beaucoup de moyens. On sait dans quelle situation est le Liban. Depuis 2019, il n'y a pas une année qui se passe sans crise. Ça me fait dire que je ne sais pas combien de temps on va pouvoir encore tenir. À bout de souffle, le Liban a désespérément besoin de soutien. L'Union européenne a débloqué une aide d'urgence de 100 millions d'euros. Après les menaces des gardiens de la révolution visant des banques et entreprises occidentales dans le Golfe, plusieurs institutions financières internationales ont décidé de fermer temporairement leurs bureaux ou de placer leurs employés en télétravail par mesure de sécurité. France 24. Alors c'est vrai que ça peut sembler presque paradoxal parce que une partie des gardiens de la Révolution ont des intérêts financiers à Dubaï et ailleurs dans le Golfe. On parlait mardi ensemble du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei et comment lui et d'autres ont utilisé Dubaï comme plaque tournante financière pour leurs intérêts, mais c'est dans le cadre de montages financiers qui sont obscurs, complexes et qui ont pour but justement de contourner les sanctions. En réalité, viser Dubaï, c'est surtout poursuivre, et on l'a entendu avec Karim, c'est poursuivre la stratégie tous azimuts des gardiens de la révolution, du régime iranien, de s'attaquer au système économique mondial, de le déstabiliser, comme ils le font avec le pétrole, avec le gaz, avec le tourisme aussi, finalement toucher là où ça fait mal. Ce matin, ils menaçaient les géants de la tech, à la fois dans le Golfe, il y a Google, il y a Microsoft, il y a Amazon qui ont notamment des bureaux à Dubaï et à Abu Dhabi, il y a Oracle qui a des installations en Arabie Saoudite. Et puis au-delà des Golfes, aussi en Israël, puisque Israël est un hub mondial pour ces géants de la tech. Oui, Dubaï, c'est aujourd'hui le plus gros hub financier du Moyen-Orient. C'est plus de 8000 entreprises financières qui sont installées. Elles rapportent plus de 70 milliards de dollars à l'Émirat en termes de PIB, ce qui représente autour de 13 à 14% du PIB des Émirats arabes unis. Et plus généralement, pour l'ensemble des 6 pays du Golfe, les actifs financiers, ça représente plus de 3000 milliards d'actifs bancaires. C'est l'équivalent, 3000 milliards ou 3300 milliards, c'est l'équivalent du PIB de la France. Alors évidemment, il y a, sur le pétrole d'abord, sur le gaz, tous ces pays ils dépendent à 70% au moins du pétrole et du gaz. Ça a un impact sur le tourisme aussi, ça écorne aussi, et là on a entendu encore une fois avec Karim, la stabilité, l'image de stabilité de tous ces pays, où on peut en principe investir à l'abri des regards, dans une grande sécurité. Et si on regarde les bourses de la région, eh bien, pour certaines, elles n'ont pas tellement dévissé tant que ça. À part peut-être la bourse de Dubaï qui, vous le voyez, a clairement marqué le coup après le 28 février, date du début des combats. Elle a perdu environ 10%, mais d'autres ont un petit peu moins perdu parce qu'il n'y a peut-être pas pour l'instant de mouvement de panique, même s'il y a des bureaux qui se ferment. C'est des mesures de sécurité, de précaution avant tout. Il n'est pas du tout question de quitter définitivement ces villes. Aucune institution ne l'a annoncé. Au contraire, le patron d'HSBC, par exemple,
a répété qu'il avait, je cite, une inébranlable confiance dans les pays de la région. Les banques européennes, elles, qui sont aussi présentes dans la région, sont assez peu exposées à la région, mais il ne faudrait quand même pas que la crise, elle dure trop longtemps. Visiblement, cette semaine, depuis mardi, des frappes ont visé en particulier 2 institutions financières iraniennes, la SEPA Bank et la Banque Melik, causant d'importantes perturbations. Peu avant, leurs services avaient déjà été perturbés, peut-être par une cyberattaque, comme c'était déjà le cas au mois de juin, on va y revenir. Ça, c'est les logos de ces 2 banques. Ce ne sont pas n'importe quelles institutions. La SEPA Bank, c'est d'abord une institution qui a tout juste un siècle, née en 1925, mais c'est surtout la banque par excellence des gardiens de la Révolution. Donc là aussi, l'objectif, c'est de frapper au portefeuille cette organisation. Le problème, c'est qu'il y a aussi les citoyens iraniens ordinaires, et eux aussi, ils ont pour beaucoup leur compte d'épargne, de retrait dans ces banques, et ils ne peuvent plus rien retirer, ni en cash. Ça, c'était déjà difficilement possible avant la guerre en raison de la chute du rial, la monnaie iranienne. Il y avait des limites à 3 millions de barils, 3 millions de rials, pardon. 3 millions de rials, ça fait à peine 3 €. On achète avec ça à peine 2 boîtes d'œufs. C'est donc rien du tout. Mais depuis quelques jours, ils ne peuvent plus payer par carte non plus. Alors, est-ce qu'on est face à une cyberattaque? Est-ce que c'est pas que rien n'est confirmé? La banque avait déjà été visée par une cyberattaque très importante au mois de juin dernier, mais ça peut être aussi une mesure de précaution du régime de cette banque même pour éviter une panique bancaire, parce qu'on redoute des retraits massifs alors que plusieurs banques sont au bord de la faillite en Iran, comme on a pu le voir avec la banque Hyundai il y a quelques mois, banque dont on avait parlé là encore dans la chronique sur Mojtaba Khamenei. Pour terminer, le FBI a averti les forces californiennes que l'Iran aurait envisagé une attaque surprise par drone lancée depuis un navire au large fin février 2026. France 24. Alors que Donald Trump assure que la guerre au Moyen-Orient est sur le point de s'achever, le renseignement américain craint une contre-attaque menée par des cellules dormantes de Téhéran sur le sol américain. Cette semaine, le FBI a émis une alerte sur de possibles attaques de drones iraniens sur la Californie. Selon ce message, les États-Unis auraient intercepté des communications cryptées provenant d'Iran. Il est possible que ces transmissions aient pour but d'activer ou de fournir des instructions à des agents dormants prépositionnés, opérant en dehors du pays d'origine. Si l'alerte n'indique pas le périmètre de la menace, il est conseillé aux forces de l'ordre de renforcer leur surveillance. Jusqu'à présent, l'administration Trump a donné peu de détails sur le niveau de menace terroriste. Interrogé sur l'existence de cellules dormantes iraniennes, Donald Trump a botté en touche pour critiquer la fermeture partielle du département de la sécurité intérieure décidée par les démocrates. Nous sommes très attentifs à cette question. L'une des choses que nous devons faire est d'amener les démocrates à mettre fin au blocage démocrate. Car comme vous le savez, l'appareil qui se penche sur cette question, Schumer et les démocrates, l'ont fermé. Depuis le lancement de l'opération Epic Fury le 28 février, le FBI et le département de la sécurité intérieure sont en état de guerre. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée en notre compagnie.